Bien, bonjour à tous. On va pouvoir commencer. Désolée pour ce petit intermède de mise en place de la table ronde. Donc, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver sur le sujet de l'upcycling, dans un contexte où les enjeux environnementaux sont de plus en plus au cœur des préoccupations de notre filière, notamment en termes de préservation de biodiversité et de gestion durable des ressources, qui sont devenues des priorités incontournables pour la filière cosmétique. Aussi, face à ces défis, une question peut se poser, à savoir est-ce que l'upcycling de la biomasse peut être un levier stratégique pour les entreprises pour réduire à la fois leur pression exercée sur les ressources naturelles et limiter la génération de déchets. Donc pour en discuter, nous avons avec nous autour de la table Ghislaine Da Silva du pôle Innovalliance, qui est ingénieure en agroalimentaire et experte en innovation durable, forte de 25 ans d'expérience dans les industries agroalimentaires et nutraceutiques. Ghislaine est à l'origine du projet Upcycling chez Innovalliance, qui transforme les coproduits agricoles, agroalimentaires et aromatiques en ingrédients pour les secteurs cosmétiques et nutraceutiques. Ce projet collaboratif, qui a réuni 15 acteurs clés, a ouvert de nouvelles perspectives pour la valorisation des ressources. Et aujourd'hui, elle va pouvoir nous partager son expertise pour décrypter les défis et opportunités de l'upcycling des coproduits pour la fabrication d'ingrédients cosmétiques. Ensuite, nous sommes également en présence de Leila Falcao de Phoenix en Provence, qui est une experte reconnue en recherche, développement et scale-up d'ingrédients naturels, avec plus de 350 réalisations à son actif. À la tête d'InNaturals et Phoenix en Provence, Leila associe innovation, performance et industrialisation pour créer des ingrédients naturels upcyclés destinés à la cosmétique et à la nutraceutique. Sa méthodologie repose sur l'optimisation des procédés industriels et la valorisation des coproduits tout en soutenant l'agriculture locale. Portée par un engagement fort pour un avenir durable, Leila va témoigner de la mise en œuvre des principes d'économie circulaire au travers de sa filière tomate totalement intégrée. Et enfin, nous sommes également accompagnés de Cyprien Bouju d'AgroParisTech. Il est ingénieur diplômé de chimie ParisTech, passionné par la chimie et spécialisé en cosmétologie, physico-chimie des systèmes dispersés et éco-design des bioressources. Aujourd'hui doctorant de AgroParisTech au sein de l'UMR Safe Food, il explore le potentiel des coproduits végétaux non craqués pour stabiliser mousse et émulsion. Ce travail innovant vise à développer des indicateurs prédictifs pour relier les propriétés des coproduits aux caractéristiques des systèmes dispersés qu'ils stabilisent, avec une forte ambition d'impact dans les domaines agroalimentaires et cosmétiques. Donc bonjour à vous trois et merci de votre présence. Pour débuter cette table ronde, je m'adresse tout d'abord à Ghislaine, et peut-être est-ce que vous pourriez nous représenter ce qu'est l'upcycling en l'occurrence, et l'étude que vous avez menée avec certains partenaires sur de la biomasse. Oui, avec plaisir. Alors, l'upcycling, le concept, c'est vraiment d'essayer de transformer, donc de recycler une matière avec plus de valeur ajoutée. C'est pour ça l'idée du up. Donc, on va vraiment venir recycler une biomasse, une matière, mais remettre de la valeur ajoutée. Bien sûr, on peut bien faire du compost, on peut bien faire de l'incinération. Donc, c'est des voies de la méthanisation, c'est des voies d'économie circulaire, mais il ne s'agit pas d'upcycling. Donc, l'idée, c'est vraiment prendre une biomasse et la transformer avec plus de valeur ajoutée. Et du coup, dans le pôle, on réunit des entreprises de l'agroalimentaire, de la cosmétique, de l'agriculture aussi. Donc, on réunit plusieurs filières et on s'est rendu compte, on a plus de 400 acteurs dans le pôle, qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient de la biomasse, donc soit qui venaient d'un procédé d'extraction aromatique, soit qui venaient d'un procédé d'extraction d'un jus, dans l'agroalimentaire par exemple, et ils s'est retrouvés avec cette biomasse qui allait souvent en compostage, en incinération, mais ils ne savaient pas vraiment comment les valoriser parce qu'il y a encore beaucoup de molécules, il y a beaucoup encore de choses avec une bonne valeur ajoutée dans ces biomasses. Et donc, du coup, on a réuni ces acteurs-là pour essayer de retirer ces molécules-là et essayer de faire des ingrédients pour la cosmétique et pour la nutraceutique. C'est de là où ce projet il est né. Donc, du coup, les projets, il a réuni les plus compliqués, c'est vraiment d'essayer de recenser
ces biomasses, parce qu'il n'y a pas une initiative qui va vraiment réunir toute une base de données des recensements de biomasse. Donc déjà, dans notre réseau, on a réussi à recenser 170 matières premières qu'on a proposées à nos acteurs. Et par la suite, on a demandé quelles étaient les matières qui étaient les plus intéressantes sur lesquelles ils souhaitaient travailler. Donc, on avait plein de matières très intéressantes qui venaient, par exemple, de l'industrie aromatique, de matières exotiques qui viennent de loin. Donc, l'idée, c'était vraiment de pouvoir les valoriser, ou alors de l'industrie agroalimentaire aussi. Donc, on a fait une short list de ces matières-là. Et par la suite, on a fait différents types d'études. Au fur et à mesure qu'on avançait dans les projets, on faisait encore plus d'études plus détaillées, de composition, de contaminants, d'actifs. On faisait des extraits pour tester les actifs aussi. Donc, c'est de là qui venait l'idée de ces projets. Très bien. Donc, en source principale de biomasse à upcycler, vous dites donc l'agroalimentaire, l'agriculture et l'aromatique pour vos sources. Tout à fait, oui. Et quelles sont, au regard de votre expérience sur ce projet, quelles sont finalement les étapes clés de standardisation de cette biomasse pour pouvoir générer des filières pour, par exemple, de développement d'ingrédients pour la filière cosmétique? Oui, donc on s'est rendu compte que beaucoup de choses qui venaient de l'industrie agroalimentaire, par exemple, étaient très propres déjà. Parce qu'à l'achat, déjà, il y a un cahier de charges, il y a beaucoup d'exigences de l'industrie agroalimentaire. Et on avait fait, par exemple, des tests des contaminants, de pesticides, ce type de tests. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était très propre, en fait, ces matières-là. Donc, on a essayé d'utiliser aussi la matière de l'agriculture, mais c'est quand même un peu plus compliqué. Et puis, il y a déjà beaucoup de matières qui viennent de l'agroalimentaire. Donc, le fait d'utiliser une matière qui vient d'un industriel, ça facilite beaucoup les choses. Mais ça ne fait pas tout, parce que l'industrie agroalimentaire, elle, ne va pas forcément isoler cette matière, la conserver de bonnes manières. Et derrière, les cosméticiens ou l'aromaticien qui va prendre cette matière, il faut vraiment que la matière elle soit encore propre, qu'elle ne soit pas dégradée, moisie, etc. Il faut qu'elle soit standardisée, broyée. Donc, transformer en déchets, en matière première, n'est pas évident. Et juste penser qu'on va prendre une biomasse qui était en coproduit, en déchets, et la transformer en matière première, elle ne sera pas chère, ce n'est pas vrai non plus, parce qu'il faut vraiment qu'on ait quelque chose de propre. Il s'agit d'une matière première. Donc il y a des entreprises qui sont spécialisées dans ces sens-là pour les standardiser et les rendre propres comme matière première. Par exemple, on a travaillé beaucoup avec Upcycle, qui est un acteur aussi qui est dans les sud de la France, où leur métier, c'est vraiment transformer un coproduit en matière première. Donc, les montages d'une filière de valorisation de coproduits, c'est un métier. Donc, on peut s'élancer, on peut essayer de le faire avec nos moyens. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont essayé de le faire ensemble, individuellement. C'est pas évident. Donc, le mieux, c'est de se faire aider par des gens qui connaissent vraiment la mise en place de filières de valorisation, en fait. D'accord. Donc, finalement, les grandes étapes, c'est les étapes de stockage, de séparation, de décontamination pour la standardisation des matières, de la source principale pour après le développement d'une nouvelle matière première. Exactement. Et on avait aussi, dans le cadre de nos premiers échanges, parlé de potentiels freins au développement parfois de filières d'upcycling en termes de, vous l'avez un petit peu abordé, d'un point de vue peut-être économique, volume ou procédé. Est-ce que vous pouvez développer ? Oui, justement, souvent, on est confronté au problème de l'offre et de la demande, en fait. Parce que l'industrie agroalimentaire, c'est des grosses, en général, on peut avoir des petites industrielles, mais on a beaucoup de volume. Et à côté de ça, dans l'industrie cosmétique, parfois, on ne peut pas valoriser toute cette quantité de biomasse qui propose l'agroalimentaire. Et deux fois, lui, il va se dire... je ne veux pas séparer, mettre ça au froid, par exemple, pour valoriser seulement 1% de mon déchet. Donc, c'est beaucoup de travail pour, en fin de compte, pas grand-chose, entre guillemets. Donc, le plus difficile, c'est vraiment aligner l'offre, la demande. Souvent, les mieux, c'est de mettre plusieurs acteurs ensemble pour pouvoir valoriser des quantités plus importantes, justement, de biomasse. Donc, ça, c'est la première barrière, je dirais. Après, les procédés d'extraction qu'on va choisir aussi pour valoriser les molécules qui sont dans la biomasse, ils sont très importants aussi.
On a essayé d'extraction solvant. Des fois, on peut avoir des biomasses qui sont très épuisées déjà, parce qu'elles ont passé un procédé d'extraction aromatique, parce qu'on a utilisé pour faire un jus ou quelque chose comme ça. Et il faut peut-être aller sur des procédés des biotech aussi, d'enzymes, des fermentations, pour essayer de valoriser vraiment la biomasse dans son intégralité, en fait. Très bien. Donc finalement, malgré ce qu'on pourrait penser, le sujet du volume, c'est pas la problématique de pas assez de volume, mais presque de beaucoup de volume. Il faut être en mesure d'utiliser une grande quantité. Bien sûr. Oh oui. Non, pour compléter, parce que c'est tellement juste ce qu'elle dit, Ghislaine, là, c'est vraiment très, très juste. Il y aurait une manière de pouvoir valoriser des gros volumes comme ça de l'agroalimentaire en cosmétique si des très grands groupes adhéraient à l'aventure. Des très grands groupes, quand je dis, c'est les 4 plus grands groupes qui sont 440 France. Si eux, ils avaient vraiment mis ça en priorité, là, on pourrait. Parce que vraiment, une entreprise comme L'Oréal, comme LVMH ou avec d'autres grands groupes, ils peuvent acheter des grands volumes d'une ou de 2, de 3 matières recyclées, certainement. Ils pourraient combler les trous. Le problème, c'est que souvent, ça n'est pas dans un brief marketing qui dicte la règle en interne dans leur matière de faire. Donc, juste pour compléter la problématique, je pense qu'il y a une pensée systémique qui devait se mettre en place au sein des entreprises pour que le sujet upcycling soit traité autrement, qui ne rentre pas dans un cycle de open gate ou de validation de projets d'innovation comme n'importe quel autre projet. Il devrait être mis en priorité et à côté et travailler d'une autre façon. Peut-être travailler en interne dans un grand groupe comme une start-up ou en lean management, par exemple. Moi, je dis ça parce que je viens des grands groupes aussi, donc je sais comment ça marche. C'est complexe et ce n'est pas une mauvaise intention, c'est pas par mauvaise intention que ça se fait. C'est vraiment, tout le monde est un peu victime de ce système qui a été créé beaucoup de temps en amont. Il a été créé pour l'upcycling. Donc l'upcycling arrive maintenant et le système il est instauré. Donc comment on fait? Exactement. Et juste pour compléter, je pense que l'époque où on prenait des plantes exotiques que venaient de je ne sais pas où, qu'on racontait des belles histoires, est finie. Donc il faut faire du nouveau avec ce qu'on connaît. Par exemple, tu proposes la tomate. Localement. Et on réinventer avec ce qu'on a sur notre territoire. Exactement. Voilà. Il a des belles histoires à raconter aussi avec du café, avec du cassis, de l'ananas. Voilà, et il faut chercher la belle histoire, il faut chercher les bonnes molécules qui sont dedans aussi. Donc, je pense qu'il faut voir l'industrie cosmétique autrement de ce qu'on faisait avant avec des belles fleurs, de belles plantes exotiques. Voilà, il faut changer un peu ces mindsets aussi. Très bien. Et alors, justement, parce que vous nous avez mis un petit peu l'eau à la bouche, est-ce que vous, Leïla, qui travaillez justement spécifiquement sur une filière, on l'a dit, la filière de la tomate, est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter vos travaux et cette filière? Alors là, j'ai démarré ces projets en 2018. Donc pour que vous imaginez, les ingrédients sont rentrés sur le marché de la cosmétique l'année dernière. Donc c'est un long chemin quand même, c'est un chemin de combattant. C'est tout le monde qui va s'aventurer, je dis tout de suite, c'est compliqué. Attachez vos ceintures parce que on n'est pas à l'abri de grandes surprises pendant le trajet. C'est des surprises de commandes passées et pas honorées, des grands groupes très intéressés que te lâchent au dernier moment. Ça arrive 3 fois par an en fait. Et ça fait partie aussi du système. On y travaille beaucoup. L'avantage d'être en France et de travailler avec des marques françaises, c'est qu'on en a beaucoup de petites et moyennes marques qui sont très dynamiques et qui sont en pente de croissance à 2 chiffres et qui arrivent à adhérer à une aventure comme ça de manière beaucoup plus dynamique. Et ça, c'est assez intéressant. Il y a aussi du fait qu'on fait de Made in France aussi. On est très en vogue et attirant. On attire beaucoup d'attention pour des marchés comme l'Asie
et l'Amérique. Donc, il y a quand même beaucoup d'avantages dans ce genre d'aventure-là. Moi, personnellement, pour moi, c'est très intéressant parce que j'ai réussi à faire avec un produit, je ne sais pas si vous savez, mais au sud de la France, on cultive en plein champ 80% de la tomate plantée dans toute la France. Donc, c'est autour de Tarascon que ça se passe. C'est 80% de la tomate conventionnelle, 77% de la tomate bio sont plantées là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour rendre ces projets vivables, intéressants et rentables? On a instauré une plateforme d'upcycling industriel qui recycle, qui upcycle ces coproduits à la sortie de champ, à la rentrée dans la coopérative. Au moment où il est transformé en jus, on récupère l'eau de concentration de la tomate, on récupère la peau, les pépins de tomate qui sortent de la coopérative à 85 degrés. Elles sortent chaudes parce qu'elles sont rentrées dans la coopérative pour être transformées en sauce. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est installé derrière la coopérative, dans leur terrain. On récupère les calories. On ne transporte pas la matière humide. On n'a aucun risque de détérioration. On ne dépectinise pas. On ne dégrade pas enzymatiquement. On ne dégrade pas de manière microbiologique. On a un produit hyper qualitatif à la fin. On a instauré une plateforme qui est capable de traiter 5 tonnes jour de coproduits de la tomate pendant 3 mois. On traite pendant toute la saison. La tomate arrive le matin, à midi, elle est séchée, triée, broyée. Nos coproduits. Et l'hydrolat, il est en poche. Donc, en fait, ça se fait d'une manière continue parce que cette coopérative, comme elle est très grande, elle travaille 3 fois 8, 7 sur 7 pendant la saison de tomates. Et on a conçu cette plateforme industrielle d'une telle façon qu'on puisse l'utiliser en saison de tomates pendant 3 mois en continu et qu'on puisse continuer à l'utiliser le restant de l'année pour d'autres coproduits, d'autres produits des saisons. Parce que notre intérêt, c'est travailler la fraise de Carpentras, c'est travailler le raisin de Châteauneuf-de-Pape, de Gégondas et de Sablé, puisque la coopérative avec qui je me suis associée a cette matière aussi. C'est 12 000 agriculteurs qui cherchent une façon de s'en sortir économiquement et qu'un projet comme ça peut apporter de revenus supplémentaires. C'est une autre façon de faire pour eux. Ils ne savaient pas qu'on pouvait être intéressé par leurs coproduits et ils les utilisaient comme des actifs cosmétiques. Pour ce faire, il faut une sacrée expertise. Il faut un chemin assez long de brevets, d'études cliniques, d'études de dose, de toxicité. Il faut le faire, tout ce travail-là. Mais une fois qu'on a fait une fois, voilà, on réplique ce qui marche et on enlève ce qui ne marche pas. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est assez amusant de faire aussi. C'est quelque chose qui est rentable, qui donne beaucoup de plaisir à le faire. Et les produits, moi, je dis ça à chaque fois. Ghislaine me connaît, donc je dis à chaque fois, pour moi, prendre une pelure de pommes ou de tomates dans les mains ou une pétale d'une rose centifolia de Grasse, moi, je donne la même valeur. Pour moi, les deux matières ont la même valeur parce que je vois les molécules qui sont dedans et l'intérêt en biochimie, en chimie, comment on pourrait les valoriser. Et en fait, quand tu as cette mindset-là, mais le coproduit n'est plus un coproduit, il est une matière première noble, complètement valorisable. Voilà. Merci. Du coup, beaucoup de notions et peut-être vous voulez réappuyer. Si j'ai bien compris, il y a des notions de local. Il y a un enjeu pour tout ce qui est le montage d'une filière d'upcycling. Il y a un enjeu local et aussi un enjeu finalement d'intégration au sein de la filière agricole, en fait. Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut se préparer aussi aux exigences de l'industrie cosmétique, ou nutraceutique, ou pharmaceutique. Elles ont quand même une exigence très forte de traçabilité. Cette traçabilité, elle est possible seulement si on planifie la filière comme il faut dès le départ. C'est-à-dire, nous, dans notre cas, on a intégré la filière dans notre modèle économique. C'est-à-dire que la coopérative, quand elle reçoit un camion qui a des tomates dedans, elle a un numéro de benne dans ces camions qui correspond à un numéro d'une parcelle.
moi, je prends cette aubaine qui rentre dans cette coopérative, qui après va rentrer chez Phoenix en Provence pour être transformée. Moi, je connais ces numéros et je l'intègre dans mon système informatique. Et le lot de Big Bag qui sort de peau et de pépins de mes tomates, je l'associe à cette parcelle. Donc, j'ai cette chance de pouvoir intégrer tout ça. Parce que les coproduits comme ça, au vrac, alors je dis pas cela, hein, parce que je sais que vous tracez aussi, mais des coproduits de tout venant, qu'on ne connaît pas la provenance, qu'on ne peut pas prouver la distance que ça a parcouru, qu'on ne peut pas prouver la variabilité de qualité intersaison. Ça, c'est très compliqué d'expliquer pour une industrie qui est très exigeante en termes de standards et de traçabilité. Alors, il faut pouvoir planifier ça en amont et je pense vraiment qu'il y a un gros investissement. On a fait cet investissement-là d'automatisation de process, de l'automatiser et de l'utiliser comme un outil de pilotage de process pour la traçabilité. Et ça nous a permis, dès la première année, d'être certifié ISO 22716, de faire notre analyse de cycle de vie. Aussi, ce que Ghislaine parlait, c'est très vrai. Le fait d'utiliser des coproduits, par exemple, nous, on a beaucoup de fruits et légumes au sud de la France. Donc, c'est là notre gisement, je pense, principal. Mais ces coproduits, quand ils sortent d'une industrie qui les transforme, déjà, ils sortent humides. Le transporter humide, c'est un risque. Donc, c'est la première chose à faire, c'est trouver une manière locale de sécher et de trier et de broyer ces coproduits. Voilà, je dis des étapes comme ça, il se peut juste que ce soit que séché. Mais le séchage, il faut qu'il soit fait localement. Parce que sinon, on transporte de la matière humide. On paye 80% de ce qu'on transporte, c'est de l'eau. Donc, ce n'est pas intéressant de transporter de l'eau. On veut la matière sèche. Et surtout, de le faire localement, ça nous enlève énormément des kilomètres. Ça nous facilite l'analyse d'un cycle de vie, l'empreinte carbone et tout ce qui demande une évaluation EcoVadis, par exemple, du cycle de vie d'un produit. Super. Et j'ai noté également, donc au-delà des bénéfices, on a dit environnementaux, où on limite du coup la pression sur la ressource naturelle, puisqu'on travaille sur du coproduit. Vous avez rapidement aussi évoqué des avantages, enfin des bénéfices sociaux, notamment en termes de rémunération complémentaire pour justement une filière un petit peu en difficulté. Nous, on a fait ces choix-là, c'était d'acheter le coproduit de la tomate au prix de la tomate. On le paye comme si c'était le fruit à l'entrée de la COP. Et ça, pour les agriculteurs, c'est énorme. Même si le coproduit aujourd'hui, il est une petite pourcentage de fruits rentrants, si on arrive à valoriser tout l'hydrolat aussi, qui a quand même 50% de poids de la tomate en entrant, là, c'est très intéressant pour eux. Et comme ces coproduits-là, aujourd'hui, ils sont en problème pour la coopérative, parce que la coopérative qui transforme la tomate à Tarascon devait traiter l'eau de la tomate qui était stérile, mais puisqu'elle rentre dans une entreprise agroalimentaire, elle est obligée de passer par tous les bassins de traitement. C'est une loi française qui doit être respectée avant de déboucher dans le Rhône. Donc, cet hydro-là, il finit dans le Rhône depuis 60 ans. Tous les ans, 50 000 tonnes d'hydrolat de tomates bio de Provence sont jetées dans le Rhône, étaient jetées dans le Rhône. Avec notre projet, nous avons réussi à prouver que cet hydrolat de tomate a des propriétés anti-âge, de protection de rayons UVA et UVB et apaisant. Donc, avec ça, le remplacement, par exemple, d'une eau d'un produit cosmétique par un hydrolat, comme celui-ci, c'est assez intéressant. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi avec le raisin, on peut faire aussi avec la pomme, on peut faire avec la fraise, on peut faire avec plein d'autres fruits et des légumes. Il suffit de trouver cette manière en verticalité de valoriser en cascade les choses. Parce que ce n'est pas dans la première extraction, généralement, qu'on va faire le chiffre d'affaires le plus intéressant du modèle économique. C'est souvent dans la deuxième, dans la troisième, quand on craque vraiment le produit jusqu'au bout. C'est là qu'on arrive. Par exemple, nous, on passe par l'extraction de tous les corps gras avec du CO2 supercritique, qui est un solvant vert, qui n'est pas humide puisque c'est un gaz,
et donc il laisse la matière derrière lui, il enlève tout le gras, il laisse la matière en poudre et complètement préparée pour une seconde extraction. Ensuite, puisqu'on a enlevé tous les corps gras, on va venir avec des solvants d'une polarité différente. C'est ça que je t'entends de dire là. C'est intéressant quand on sait qu'on procédait à passer déjà par un épuisement, qu'on vient revaloriser ces produits avec un solvant une polarité inversée. Parce qu'on sait que la majeure partie des molécules intéressantes sont parties dans la polarité telle. Donc, par exemple, on a fait une première extraction sur dose critique, on va partir sur l'eau, sur l'éthanol maintenant. On va chercher quoi? Des protéines, des peptides protéiques, des aminoacides, donc peut-être libres. On va chercher des matières pectiques. On peut encore craquer et splitter de différentes façons. Mais l'important, c'est qu'on le fasse dans un certain ordre et avec une certaine cohérence pour pouvoir tout valoriser. De la partie pépins de tomate, nous avons une huile qui est déjà sur le marché, qu'on le vend assez bien. Et ensuite, on est en train de valoriser le tourteau de cette graine pour un ingrédient capillaire, qui est assez intéressant aussi d'un point de vue force et pour les climbs force et brillance et hydratation des cheveux. Donc ça, c'est des choses que si on ne prépare pas les stratégies de cette opération en amont, on peut faire des erreurs très graves au moment donné de l'extraction. Donc il faut voir cette stratégie en tête en connaissant cette matière en amont. Très bien. Et alors justement, puisqu'on parle de valorisation des coproduits, vous, Cyprien, vous avez finalement pris le parti pris inverse de travailler sur le coproduit non craqué. Du coup, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce qu'est un produit craqué, non craqué, et peut-être nous présenter un petit peu votre projet de recherche sur les propriétés physico-chimiques des coproduits non craqués? Ouais, alors, ouais, pourquoi pas. Alors en fait, effectivement, ça c'est une des choses qui oppose un peu notre vision du labo, parce que là, ce que je viens de présenter aujourd'hui, c'est pas que ma vision, hein, c'est la vision de tout le laboratoire et de tous les projets qui sont portés par ma thèse et puis tous les projets qui sont adjacents. En fait, l'idée, c'est vraiment d'arriver demain à utiliser le coproduit comme un tout. Ça veut dire que, en fait, le cracking, déjà pour définir un petit peu ce que c'est le choix d'extraire une molécule en particulier. Je sais pas moi, par exemple, certains coproduits végétaux, on a de la pectine qui est ultra intéressante, qui a des propriétés superbes, et en fait la pectine, c'est parfois seulement 10-15% du coproduit. Et donc en fait l'idée, c'est que effectivement, en fait, les grands groupes, ce dont ils ont besoin, c'est de preuves de concept. C'est qu'on vienne et qu'on leur dise effectivement, regardez, ça c'est super, parce que en fait mon coproduit, il est, si j'extrais ça et que je récupère cette molécule, vous pouvez remplacer, je sais pas moi, une molécule animale, ou alors éventuellement des molécules de synthèse par cette molécule-là. L'idée en fait, c'est que quand même les coproduits, lorsqu'on les prend, il n'y a pas que la pectine. Il y a 10-15% de pectine, mais il n'y a pas que la pectine. Il peut y avoir des fibres végétales, il peut y avoir des protéines, il peut y avoir des acides gras ou d'autres types de molécules. Et donc c'est surtout ça en fait l'idée du projet, c'est de ne pas craquer, donc de ne pas extraire, de ne pas choisir, et d'utiliser le coproduit comme un tout, donc uniquement sécher, broyer et intégrer à la formule. Donc en fait, si c'est pour présenter rapidement, en fait, la grande idée du projet, c'est surtout ça. C'est surtout en fait de lier extraction et fortification. Extraction, c'est donc le cracking, c'est je vais chercher à récupérer des molécules qui m'intéressent particulièrement. Fortification, c'est les coproduits comme une poudre, comme une farine. C'est typiquement, moi, mon coproduit, si je veux l'utiliser, je veux le donner en alimentation animale, je ne vais pas chercher à extraire quoi que ce soit, des trucs super intéressants. Je donne au cochon et puis voilà, basta. Et donc c'est ça la fortification, c'est l'utiliser comme un tout. Derrière, en fait, l'idée du projet que je porte et donc qui est porté, c'est de relier un petit peu les deux. En fait, c'est de voir, est-ce qu'on ne peut pas utiliser le produit comme un tout et refuser d'extraire. Et donc en fait, ça veut dire que si on refuse d'extraire, si on prend ce parti pris-là, on fait des économies non seulement sur le procédé, mais aussi sur la formule.
Donc effectivement, il y a pas mal de choses. Après, je vais passer pas mal de choses aussi. En fait, le projet, c'est assez précis. Moi, ce que je fais, c'est stabiliser des émulsions et des mousses. Ça veut dire que c'est des systèmes dispersés. C'est vraiment appliqué particulièrement aux produits finis qu'on veut avoir. Voilà, donc ça, c'est une des choses qui est vraiment intéressante, je trouve, avec le projet. C'est une des choses qu'a travaillé la fille qui a travaillé avant moi en thèse. Et donc en fait, ce qu'elle a cherché à expliquer, c'était comment le produit non craqué, donc le produit qui est composé à la fois éventuellement de protéines et de fibres et d'amidon, etc., comment est-ce que toutes ces molécules-là s'agencent dans mon produit pour éventuellement voir s'il y avait des effets synergiques ou de la compétition entre ces molécules. Ça veut dire que s'il y a des effets synergiques, effectivement, je n'ai pas besoin d'avoir et un surfactant dans ma formule, et un gélifiant, et un antioxydant. Je mets juste le coproduit tel quel avec les trois types de molécules qui me donnent ces 3 types de propriétés. En revanche, s'il y a de la compétition, effectivement, c'est là que l'extraction, elle est importante et elle est nécessaire. Oui, mais c'est très chouette cette approche aussi, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut remplacer telles quelles, notamment dans les carriers, des choses comme ça. Et des fois, même dans la poudre, de séparer des fractions, par exemple, dans un fruit, vous avez peau et pépins, séparer les deux, c'est déjà une super purification. Parce qu'on met protéines et huile d'un côté, et on met pectine et cire et fibres de l'autre côté. Et en fait, c'est des fois, c'est même pas nécessaire de faire une extraction, juste cette pré-préparation. C'est ça, je pense, des étapes clés dans un upcycling bien fait. C'est pouvoir connaître en amont les molécules qu'on cherche et le valoriser, pourquoi pas comme ça, je trouve super intéressant. Ouais, c'est ça, mais en fait, c'est surtout, vous l'avez dit, en fait, ça passe aussi par de la compréhension, et beaucoup de compréhension en fait, du coproduit, et beaucoup de compréhension de ce qui compose le coproduit. Parce qu'en fait, effectivement, lorsque j'ai extrait, je sais que j'ai extrait ça, j'ai fait une analyse chimique ou j'en sais rien, je suis certain, en fait. En revanche, lorsque je vais vouloir utiliser un coproduit, et je dis n'importe quoi, on va vouloir valoriser le marc de pomme. Je veux valoriser mon marc de pomme, je fais un travail avec une industrie locale, avec un producteur, et puis il me dit, effectivement, moi dans mes pommes, je trouve que j'ai entre, je sais pas moi, je vais dire n'importe quoi, 10-15% de protéines, et puis le reste c'est de la fibre végétale. Et donc je me dis, super, là j'ai fait des travaux, j'ai passé 2 ans et j'ai réussi à faire une preuve de concept, j'ai réussi à dire, très bien, moi mon marc de pomme, si je le prends, j'utilise tel quel, j'ai telle composition, donc ça veut dire que tu m'en mets 5% dans la formule et tu me remplaces 3 molécules de synthèse par ça. En revanche, c'est super, mais ça me dit ça pour le marc de pomme que j'ai sourcé chez le producteur local ici. Si je vais chercher des pommes, je veux faire la même formule, mais je vais valoriser des pommes qui viennent, je sais pas moi, c'était les pommes du sud et là on va prendre des pommes de l'est. Derrière, ça se trouve en fait, les protéines, il y en a 2 fois plus et des fibres, il y en a un peu moins. Et en fait, la formule, elle va pas du tout marcher. Et l'industriel, il va pas du tout aimer. La grande boîte, elle va pas du tout aimer. Il va dire, ok, ça marche là, mais ça marche pas là. Enfin, moi, si j'ai pas de répétabilité, si je peux pas être sûr que je vais pouvoir utiliser ça tel quel. Voilà, c'est ça, c'est l'histoire de la standardisation. Et donc en fait, ça c'est aussi une des grandes idées de ce projet-là, c'est de développer en fait des indicateurs, développer des moyens de pouvoir dire, en fait, si j'arrive à déterminer la composition, telle propriété de mes coproduits, derrière, je peux être sûr de ce que je vais pouvoir valoriser dans le produit fini. Donc, je ne sais pas si j'ai un exemple ici, mais donc voilà, ça c'est un peu l'exemple des comportements. Hein. C'est pour bien montrer qu'en fait, ça a été démontré dans les travaux de thèse. Ça montre un petit peu que les molécules, elles s'agencent différemment. Hein, et en fonction de comment le coproduit est composé, je vais avoir plein d'interactions possibles, plein de choses qui sont différentes dans le coproduit. Après ça, c'est une des choses aussi, c'est une des choses qui est intéressante, c'est en fonction du coproduit, j'ai différentes textures, j'ai différentes couleurs, j'ai différentes choses. Donc effectivement, là on parle du levier d'acceptabilité, l'acceptabilité au niveau de la compréhension et au niveau de la standardisation du produit, mais il y a aussi un levier d'acceptabilité du produit qui est le consommateur. Le consommateur, lorsque par exemple je vais lui donner une crème hydratante, mais que la crème elle est complètement marron, la crème elle a beau être ou qu'elle est verdâtre, la crème, elle a beau être top du top, le consommateur il va bugger, il va dire un peu bizarre quand même cette couleur là. Ça évolue, je sais pas, hein, parce que franchement on a dans le sud une crème verte, mais c'est en vert pas très attractif, hein, c'est en vert qui rappelle des choses désagréables, mais c'est la spiruline, tu vois, oui.
Et pourtant, je pense que aujourd'hui- ça évolue quand même parce que moi, j'ai travaillé des années pour une entreprise dans l'agroalimentaire qui faisait des yaourts, une très grosse entreprise. Et j'ai commencé il y a quelques années et à l'époque, c'était impensable d'enlever les colorants des yaourts parce que ça fait une couleur, la yaourt à la fraise, ça fait une couleur grise, c'est pas beau. On disait ça donne pas envie. Mais au fait, aujourd'hui, en Europe, si on regarde la majorité des yaourts à la fraise, ils ont plus de colorants en fait. Donc ça change quand même la Oui, mentalité il des y a gens. aussi les États-Unis qui sont rentrés avec un peps dans ces marchés-là. Ils sont très colorés, très peps, c'est même effervescent leur couleur. Je pense que c'est la nouvelle génération qui est en train de changer la donne et de montrer à des marques beaucoup plus anciennes qui étaient standardisées à la couleur crème Nivea blanche neige, hein, que ça peut évoluer et que ça évolue. Et vous pouvez voir hein, les marques qui sont en plein essor en cosmétique aujourd'hui, elles osent. Hein. Elles osent la couleur. Il y a des marques anciennes, type Garancia, qui a fait la tomate diabolique, 1995, crème rouge. Elle était avant tout le monde hein, dans le marché en faisant quelque chose d'exceptionnel. Et aujourd'hui, elle est une parmi d'autres. Je pense que ça... C'est vrai, hein, c'est encore vrai pour un certain nombre d'acteurs, mais ça va changer, c'est déjà en train de changer. Ouais, surtout pour l'alimentaire. Je pense que c'est surtout pour l'alimentaire encore aujourd'hui que c'est un peu compliqué pour le consommateur. En tout cas, c'est ce qu'ils ont montré au laboratoire, notamment avec des mousses au chocolat, parce que c'est pas que la couleur aussi, parfois c'est aussi l'odeur. Le coproduit, il a une odeur. Le coproduit, il peut avoir un arrière-goût. Ça, c'est notamment vrai pour l'agroalimentaire. Pour la cosmétique, effectivement, à mon avis, c'est un levier qui est un peu plus facile à lever et un peu plus facile à changer. Et même avec des auxiliaires technologiques, des odorisants ou des terres actives, des choses comme ça, s'il n'est pas craqué, c'est pas possible de améniser, de masquer un peu cette odeur. Si, c'est possible de la masquer, mais après, encore une fois, l'idée qui est sous-jacente à ça, en fait, si on ne vient pas craquer, etc., c'est d'avoir la formule la plus courte possible, entre guillemets. D'avoir le procédé qui soit le plus simple et la formule la plus courte possible. Donc c'est ça au final. Donc, il faut faire des choix après. C'est ça, c'est un choix, c'est un parti pris. En fait, quel parti pris on prend, quel choix on fait, c'est vraiment... Et en fait, ça passe par une compréhension qui soit... Enfin, de comprendre tout à fait le coproduit et de comprendre tout à fait les propriétés qu'on peut en tirer. Et alors du coup, sur le développement finalement de ces indicateurs, de ces modèles prédictifs, vous pensez travailler sur un grand nombre de modèles prédictifs ou vous faites un focus sur quelques matières ? Non, en fait, tout à fait. Moi, le modèle que j'essaye de réaliser, c'est sur un nombre de matières ultra restreint. J'ai 3 matières, 3 coproduits. En fait, l'idée, c'est juste de montrer... En fait, l'idée qui est vraiment dans le fond du projet, c'est pouvoir se dire, ok, le coproduit, je le prends, jusqu'à quel point je peux simplifier la formule et l'utiliser telle qu'elle pour avoir un produit fini qui soit acceptable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon coproduit, je l'utilise et puis je vois que je fais aucune extraction, que j'arrive à avoir des textures, etc., mais qu'au final, le goût n'est pas là. Bah effectivement, je vais pas m'entêter, je vais pas me dire, ok, bah non, mais moi je veux la formule la plus simple, je rajoute rien. S'il faut du sucre, il y aura du sucre. S'il faut un colorant, il y aura un colorant. Je veux dire, il y a des colorants naturels. Les applications, c'est plutôt destination de l'agroalimentaire aujourd'hui, c'est ça, ou il y a tout? L'agroalimentaire et cosmétique, en fait, c'est ça. Mon projet, mon projet est quand même assez loin de l'application produit fini. Mon projet est vraiment dans la compréhension de ce qu'on peut en tirer. Derrière, c'est ça que je disais quand on s'est rencontrés, c'est que finalement, en fait, c'est des laboratoires qui sont dans mon institut, mais c'est la porte à côté, quoi. C'est pas chez moi. Mais effectivement, il y a plein de tests qui sont faits, des analyses sensorielles, des tests d'acceptabilité client, des prototypes de produits. Et ça, c'est fait, mais tout le temps. À chaque fois qu'on a quelque chose qui est intéressant, on se dit, bah, très bien, est-ce que je peux utiliser, le marc de pomme pour pouvoir remplacer des pectines ou des protéines d'œufs pour faire un produit vegan, pour faire un produit 100% biosourcé, j'en sais rien. Et effectivement, ce que je voulais dire, c'est l'intérêt aussi, c'est peut-être puisque là on va faire un focus filière cosmétique, c'est de permettre finalement d'orienter les gisements au regard de vos modèles prédictifs pour une certaine fonctionnalité dans les produits.
C'est une orientation, en fait. C'est donner des guides après aux entreprises qui vont s'intéresser au gisement, en fait. Ouais, tout à fait, c'est ça. C'est en fait pour pouvoir faciliter le lien aussi entre industriels et producteurs, pour que, en fait, effectivement, en fait, que la preuve de concept demain, ce soit plutôt de dire, bah, je sais pas moi, la peau de tomate, si on a de la tomate, bah, effectivement, tout le coproduit de la tomate, bah, ça va aller plutôt dans cette direction-là, parce que ça a telle propriété. Si ça a des propriétés antioxydantes ou anti-UV ou je sais pas, bah directement l'industriel qui fait des anti-UV, qui fait des crèmes, il va se dire bah, je vais réfléchir dans ces gisements-là. Celui qui fait de l'agroalimentaire, il va aller voir les gisements qui l'intéressent. D'accord. Donc en fait, avec les coproduits, on a de la fonctionnalité, on a de l'efficacité. Et alors je m'adresse à vous trois. Donc selon vous, puisque c'est pas monnaie courante à date dans notre filière, comment on pourrait encourager l'industrie cosmétique à adopter massivement l'upcycling, selon vous? Je pense qu'il y a quand même des entreprises qui font depuis un certain temps. On peut trouver des démarches très intéressantes. Et même l'aromatique, la peau des oranges, elles sont utilisées depuis des années pour faire des huiles essentielles. Donc il y a des choses qui ne sont pas nouvelles. Mais c'est vrai qu'on en fait de plus en plus. Du coup, je pense que comme dit Leila, c'est que quand je vais développer un produit, la première question peut-être s'est posée. Est-ce que j'ai un gisement? Est-ce que je peux partir d'un produit upcyclé d'abord? Si je ne peux pas, du coup, je cherche une matière vierge. Mais c'est vraiment se poser ça comme première question. Voilà, exactement. Ou connaître bien les gisements, connaître son territoire, connaître le démarche. Il faut se rapprocher soit des pôles de compétitivité, des conseils régionaux qui connaissent les acteurs, qui connaissent les gisements qui sont possibles. Parce que c'est vrai que c'est un peu... compliqué de connaître toutes ces informations, mais c'est déjà se mettre ça en tête avant de démarrer un développement en fait. Non, je pense qu'ils sont tous tellement dans la contrainte aujourd'hui de RSE, de CSRD, des Green Climbs, des normes qui arrivent les unes après les autres, que s'ils veulent ou ne veulent pas, ça va être bientôt une solution très attractive en termes de bilan carbone, en termes de décarbonation. Donc, c'est quelque chose... D'économie circulaire. Donc, tout au départ de upcycling, il y a 10 ans, il y avait déjà cette onde-là de « on va faire de upcycling ». Il y avait une seule intention derrière. La seule intention derrière, c'était « on va faire à pas cher ». On va faire avec de choses pas chères, un super truc, on va faire une super marge de profit. C'était comme ça que l'upcycling a démarré intéressant pour toutes les entreprises. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin. On voit des ingrédients faits à partir de coproduits, objectivés cliniquement, avec des effets prouvés, avec des brevets internationaux qui prouvent une vraie activité bénéfique, qui sont considérés au même état d'esprit qu'une molécule active autre, qui n'est pas upcyclée et qui en plus apporte décarbonation. Le prix, il faut le dire, le prix, il n'est pas beaucoup moins cher en fonction de l'ingrédient qu'un actif issu de la synthèse ou qu'un actif issu d'une filière normale de culture. Il va être des fois plus cher. Pourquoi? Parce qu'il va être 100% fait en France, parce qu'il va être 100% vert, utilisant des solvants verts, parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements aussi pour montage des filières, parce que la France, elle est chère, voilà, point. C'est cher. Donc, quand on fabrique en France, c'est plus cher que quand on fabrique en Espagne. Ça, on le sait depuis beaucoup de temps. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas une nouveauté. Donc, quand on va chercher un ingrédient à base d'un coproduit français, il faut savoir qu'il va avoir un prix qui est un prix de Made in France. Et il faut s'attendre... Enfin, il faut défaire cette idée que parce que c'est un coproduit, c'est pas cher. Tous les produits que je connaisse, que je consomme, qui sont issus de l'économie circulaire, ils sont pas donnés. C'est pas pour l'instant parce que c'est pas encore monnaie courante. Le jour que ça viendra, où ça va se tasser, je pense que les prix vont baisser. Mais il faut de volume sur le marché pour que ça se fasse. Tant qu'on n'a pas ça, on va tous être un peu entre deux chaises en cherchant la bonne équation. Et il faut avoir des très bons marketeurs aussi pour savoir vendre ces produits parce que
Même ma grand-mère sait vendre de belles plantes exotiques, hein, donc c'est pour ça qu'on fait de belles écoles de commerce aussi. C'est pour faire passer les messages aux consommateurs de manière simple et mettre de la valeur dans ce type de démarche aussi. Il y a un vrai changement de paradigme dans le marché et dans tous les marchés. Il y a la cosmétique, mais pas que. Il y a aussi la nutraceutique, la parapharmacie. Les coproduits sont en plein essor dans ces deux industries-là. Mais il faut savoir voir aujourd'hui, pas que le prix pas cher, on veut aussi la décarbonation, l'économie circulaire, les avantages RSE, les avantages CSRD. Donc voilà, il y a tout ça qui va rentrer dans l'équation et qui va rajouter beaucoup plus de valeur. Ouais, les bénéfices cachés de les bénéfices plutôt pas trop cachés, hein, parce que c'est quand même très normé de plus en plus. Je pense que ça va très vite devenir la règle. Non, pas tellement. Franchement, je vous rejoins 100%. Après, effectivement, moi, je pense que effectivement, c'est des preuves de concept qu'il faut. Il faut leur donner but en blanc. Les industriels, il faut arriver à les convaincre que c'est beaucoup mieux que ce qu'ils font, que la formule sera beaucoup moins longue. Et en fait, je pense que derrière aussi, pour eux, c'est mieux parce qu'au niveau pub et au niveau acceptabilité consommateur, ça fait beaucoup plus vendre quelque chose qui est... Aujourd'hui, oui. Parce que c'est votre génération, la génération qui arrive, qui le veut. Parce que la nôtre est un peu plus avant. Quand il faisait d'upcycling il y a 10-15 ans, personne ne le disait que le faisait. C'était moche. Hein. On cachait. Donc aujourd'hui, on peut enfin le dire. Les industriels peuvent afficher ça. Et avec une pub, nous faisons depuis 1850. Il y en a qui le disent aujourd'hui. Donc ils peuvent le dire. Donc il faut aussi ça. Et le gisement est là. Donc, le gisement est là. Ouais, le gisement, la disponibilité est là. Il n'y a pas de contrainte de volume, minimum. Très bien. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose avant qu'on prenne des questions des participants? Super. Est-ce que vous avez des questions pour nos interlocuteurs? Merci à vous trois d'abord pour vos interventions. J'ai une question pour Cyprien avec les émulsions de Pickering. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a des applications industrielles mises sur le marché, cosmétiques, food ou autre, peinture, où il y a des émulsions, quoi? Au niveau des émulsions de Pickering, je ne sais pas spécialement. Je sais qu'il y en a déjà sur le marché. Effectivement, il y a des choses, notamment des produits véganes. Ça, c'est par exemple des mousses au chocolat. Ce ne sont pas des émulsions, ce sont des mousses. Mais à ma connaissance, en fait, je m'y connais pas tant que ça. Mais je sais qu'il y en a, ça c'est sûr. Après, des émulsions de Pickering, c'est assez particulier. Les émulsions de Pickering, c'est des émulsions qui sont stabilisées par des particules solides, qui sont de l'ordre de la dizaine, cinquantaine de microns. Il ne faut pas que ce soit plus grande que l'élément dispersé. Je sais pas spécialement les émulsions de Pickering, mais je sais que des émulsions, etc., à base de coproduits, ça c'est sûr. Sur la cosmétique, ça existe déjà, hein, sur le marché, à base de coproduits, non? Mais pour moi, il y a le marc de pomme et le citrus qu'on retrouve sur le commerce. Mais je me posais la question en produits finis, vraiment, qu'est-ce qu'on est capable de retrouver et la notion de stabilité, quoi, des émulsions, quoi. Donc, parce que ça peut très bien marcher sur quelques mois, mais avec des notions de transport, de variation de température, de stock. Voilà. Donc, la question, elle était plus vraiment mise sur le marché. Stabilité, quoi. Ouais, stabilité et variation, quoi. Non, mais la question est bien parce qu'effectivement, en fait, les émulsions de Pickering, au final, comme ce sont des particules solides qui s'absorbent, au final, les émulsions de Pickering sont les plus stables. Théoriquement, ce seraient les émulsions qui seraient les plus stables. Donc, à mon avis, s'il y a des choses qui sont possibles, ce serait extrêmement intéressant de travailler sur les émulsions de Pickering. Malheureusement, je sais pas où ils en sont au niveau industriel. Tout à fait, ouais. Dans le projet Clever, ils ont travaillé un petit peu sur les émulsions, mais pas que le Pickering. En fait, c'était à la fois voir... Le Pickering, ce sont les particules solides qui ne sont pas solubilisées dans l'eau. Donc, effectivement, on a cherché à comprendre à la fois les particules solides, mais aussi les protéines solubles, les protéines insolubles, les fibres végétales, voir comment tout cela s'agençait un petit peu dans le même système et comment ils entraient en compétition ou interagissaient en tout cas.
Je sais que nous, on vend la peau de tomate épuisée après le dégraissage à des industries de sauce qui utilisent cette peau en poudre pour épaississant, pour faire des émulsions. Voilà. Donc ça doit être, je pense, assez courant dans l'industrie agroalimentaire, peut-être même en cosmétique, mais peut-être qu'on ne sait pas trop. Bonjour, merci pour votre présentation qui est vraiment très intéressante et ça me bouge le cerveau, quoi. Parce que je suis particulièrement intéressée par le upcycling. Professeur à l'université de Douala au Cameroun, j'ai commencé et je suis très mal compris dans mon environnement. Je me rends compte que en fait c'est le futur. Alors, je voudrais savoir, est-ce que dans le contexte actuel, vous pensez qu'il y a des gens qui travaillent dans le upcycling à partir des feuilles d'automne qui tombent et qui colorent l'environnement? Parce que là, ça me passionne un peu les neurones. Les feuilles qui tombent pendant l'automne, on en colonne des feuilles un peu de partout dans l'environnement. Pensez-vous qu'il y ait je sais pas, des gens qui transforment déjà en utilisant ce upcycling pour en faire des bioproduits avec les feuilles de n'importe quelle plante? N'importe quelle. Alors nous, on travaille sur les feuilles de tomates. Ah oui, c'est bien, oui. Puisque comme on récolte les tomates avec des machines qui séparent déjà dès le champ la feuille de fruits. Oui, on le fait au Cameroun aussi. Aujourd'hui, on jette la feuille dans le sol et on attend qu'elle périme, elle devient compost. Très bien, je le fais au Cameroun avec les feuilles de gingembre. Ouais, et en fait, cette année, on a récolté quelques dizaines de kilos pour faire une extraction des arômes de la feuille de tomate. Voilà. C'est une idée qui est apparue suite au lancement du parfum Replica par la maison Margiela, qui est à base de feuilles de tomate. Et du coup, j'étais en contact avec la maison et ils ont dit, mais si jamais vous aviez un arôme de feuilles de tomate locales, on le prend. Donc, on le développe là. On va voir. C'est prendre. Mais voilà. Après, c'est vrai qu'il faut penser à d'autres filières aussi, hein, parce que c'est vrai que nous, on travaille plutôt avec l'agro, la cosmétique, etc. Mais il y a beaucoup d'autres filières qui font aussi de l'upcycling à partir de la biomasse. Oui, les textiles, tout ce qui est matériaux. Donc, il y a certainement d'autres filières qui peuvent également valoriser ces types de biomasse, par exemple. D'accord. Merci. Ouais, pour répondre à la question, je sais que moi, les feuilles qui tombent par terre, typiquement qui sont ramassées, j'ai vu qu'il y a un groupe qui avait travaillé à faire du papier à partir de ça. Ah, du papier, oui. Donc ça, oui, c'est pas ni l'agro ni la cosméto, mais effectivement, il y a des idées qui tournent autour. Mais de toute façon, en fait, je pense que plus le temps passe et plus les gens regardent les coproduits et s'intéressent un peu à tous les coproduits différents, tous les déchets, entre guillemets, tout ce qu'on appelait déchets avant, qui sont aujourd'hui, qu'on peut définir comme coproduits, et ils cherchent à voir, typiquement, à comprendre le coproduit, à se dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec. D'accord. Merci. Il y a les feuilles d'olivier qui sont valorisées par des communautés de communes dans le sud, ou en Espagne, je ne sais plus trop, mais ils récoltent les feuilles d'olivier qui sont dans la rue et ils en valorisent les polyphénols. Donc, merci à tous pour votre intervention. Je rebondis par rapport à l'émulsion dont je vais écorcher le nom. C'est JRS, je crois, au stand qui stabilise avec du marc de pomme. Et pour ce que j'avais vite échangé, ça n'avait pas l'air de poser plus de problèmes de stabiliser qu'un tensioactif classique. Après, alors c'est pas tant une question, peut-être qu'une remarque que je vais remonter au début de l'intervention. On a parlé des grosses entreprises du CAC 40 pour valoriser les biomasses, enfin acheter le volume de biomasse, mais tout ce qui est collectivité de territoriale, communauté de communes, si elles tiennent ainsi aussi peut-être l'occasion de valoriser une friche industrielle, voire de monter une bioraffinerie, comme ça a pu se faire, alors je suis plus du côté de Reims ou d'Amiens, avec, il me semble, la betterave, où on extrait les sucres, on fait l'éthanol, on chauffe la structure avec le reste. Je pense qu'elle serait très volontaire pour aider justement à développer le territoire, créer les emplois qui vont avec, etc. Alors par contre, je ne saurais pas du tout dire comment les emporter dans le tas, dans le projet.
Vous voulez dire, c'est que tout le monde peut être acteur de l'upcycling, ouais. C'est vrai que les pôles de compétitivité, par exemple, on est financé par les conseils régionaux en général, donc on travaille très proche avec eux aussi. Moi, c'est un peu particulier parce que je suis dans les sud de la France, donc vous imaginez que tout ce qui est foncier dans le sud de la France, c'est compliqué. Et effectivement, on regarde tout ce qui est friche industrielle, tout ce qui est où c'est possible pour se développer au niveau de l'industrie, parce que dans les 0,6, chaque mètre carré compte beaucoup, par exemple. Mais ailleurs, c'est un peu plus facile quand même. Avignon, pour l'histoire, il y a 0 cm² de friche industrielle. Tout était donné sur les 30 dernières années à des grands centres commerciaux. Donc, c'est une histoire aussi de planification territoriale. Il n'y a pas toutes les communautés de communes qui ont imaginé un avenir durable. Donc, aujourd'hui, on a Auchan partout. On n'a pas de friche, nous, à Avignon. Tu vois. Bonjour, merci. Moi, je suis plutôt sur une constatation aujourd'hui. C'est qu'en fait, l'upcycling, j'ai l'impression qu'on a mis un mot sur ce qu'on fait depuis 30 ans, clairement. Aujourd'hui, nous, on fait de l'upcycling depuis 1998. On fabrique des ingrédients actifs à base de sarment et racines de vigne. Donc, aujourd'hui, on a mis un mot un peu sur le métier qu'on avait. Je trouve ça plutôt agréable de trouver un mot sur ce qu'on peut faire. Mais aussi triste de se dire, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que avant c'était moche. On appelait ça un peu du recyclage. Et c'était assez moche de parler de recyclage. Le consommateur n'était pas prêt à entendre, en fait, des fois, que ça venait d'un produit qu'on jetait. Exactement. Et aujourd'hui, il est prêt à entendre, même il le valorise plus. Il y a 30 ans, on parlait de déchets. Aujourd'hui, on parle de coproduits. Avant, on disait, on est là pour recycler des déchets. Et aujourd'hui, on valorise des coproduits. En fait, il y a le vocabulaire, j'ai l'impression, qui a changé. Il y a le wording. Et c'est la constatation qui est aujourd'hui. Je vais rebondir aussi sur ce que vous disiez au niveau du prix. Aujourd'hui, nous, la constatation et ce qu'on essaye aussi de montrer, c'est que il y a aussi une synergie de molécules. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les produits synthétiques avec une seule molécule ou 2 molécules maximum. On est vraiment sur un produit qui a une synergie entre plein de molécules et qui est souvent et même généralement beaucoup plus efficace. Et c'est un peu, je rebondissais sur ce que vous disiez tout à l'heure, mais voilà, l'upcycling, c'est juste le nouveau mot du recyclage d'il y a 30 ans, quoi. C'est clair, c'est clair. Je crois que le mot, Ghislaine a défini, mais je pense que la traduction en français, elle n'existe pas vraiment. Et en anglais, le up, c'est recyclage par le haut. Ouais, parfois on dit surcyclage, mais c'est vrai que surcyclage. Ouais. Mais finalement, upcycling, c'est plus joli, plus parlant, je pense. Les gens comprennent tout très vite. Ouais. Mais c'est vrai que c'est valorisé par le haut, ça veut dire aller chercher une valeur ajoutée forte. Voilà. Ouais, supérieure à la valeur du coproduit. Supérieure à un recyclage quelconque qu'on va juste composter, par exemple. Il n'est pas donné une valeur de vente qui rapporte vraiment un chiffre d'affaires. Donc le up, ça vient parler de ça, d'une valorisation forte. Et c'est vrai que la vigne, c'est une super filière de succès, un success case en France, qu'on n'en parle pas assez, je pense, parce que comme vous dites, ça fait des années qu'on y pense, qu'est-ce qu'on peut faire avec chaque partie de la plante, comment on peut les valoriser. Et effectivement, je pense qu'on n'en parle pas assez de ça. La différence, je pense qu'il y a par rapport à ce qu'on faisait un petit peu avant, c'est que justement, comme on en parle plus, donc on a plus envie de faire et on pense à des nouvelles plantes, des nouvelles biomasses qui n'ont pas encore été épuisées, explorées. Donc voilà, je pense que la nouveauté, c'est un petit peu ça. Mais c'est sûr, ça fait des années qu'on le fait. Et en France, voilà, la vigne, on le fait bien. Vous êtes à Montauban par hasard? Oui. Mais je pense qu'il n'y a pas que l'histoire des plantes. Il y a aussi que dans une plante, aujourd'hui, il y a des parties qu'on accepte de recevoir en upcycling. Et je pense notamment à la partie boisée que nous, on utilise. La partie feuilles, pépins, etc. Le marc, on l'entend depuis très longtemps. Puis ça fait partie déjà de la partie agroalimentaire et partie nutraceutique. Mais la partie boisée, nous, on l'a senti sur les dernières années, là où l'upcycling est sorti. Les gens, aujourd'hui, acceptent d'avoir d'autres coproduits de la vigne qui rentrent dans des
dans des ingrédients. Bon, on est sur des ingrédients cosmétiques et Nutra depuis, je vous dis, depuis Nutra, 98, oui, donc ouais. on a l'habitude, mais on a senti vraiment à un moment donné cet engouement, même si aujourd'hui la partie boisée est difficile à faire rentrer dans les mœurs, mais je pense quand même qu'il n'y a pas ce que vous disiez, Ghislaine, c'est qu'il y a des nouvelles plantes qui arrivent, mais il y a aussi des nouvelles parties des plantes qu'on connaissait déjà. Exactement, locales, les choses qui sont locales. Ouais. Et puis la technologie, elle a avancé. Donc la palette de technologies qu'on a aujourd'hui, elle est beaucoup plus large qu'il y a 10-20 ans. Donc on peut découvrir encore plus de nouvelles choses. C'est ça. Ouais. J'aurais envie d'ajouter que c'est une des choses importantes, c'est la mise en relation des différents acteurs, des différentes industries. Il y a la cosmétique d'un côté qui fait son sourcing, il y a l'agroalimentaire qui fait son sourcing. Là, les coopératives agricoles représentent un enjeu. Voilà, donc tout le travail que le pôle Innovalliance a fait, il est essentiel pour sécuriser. Complètement. Et c'est déjà la base. Enfin, des fois, je prends l'exemple des chimistes et des biologistes en pharma qui ne se parlaient pas et qui se parlent maintenant et qui, du coup, on a fait évoluer les technos. Un des leviers quand même forts pour pouvoir avoir des filières fortes en upcycling, elle est la mise en relation des acteurs, quoi. Complètement. Mais ça se reproduit aussi au sein d'une entreprise. Hein. Ouais. Quand on voit les difficultés entre R&D, marketing, achat, on n'a pas besoin d'aller très loin pour voir que c'est difficile de communiquer. Hein. Ça arrive en interne dans tous les groupes, hein, donc c'est compliqué. C'est des mondes... En fait, je crois que chacun a appris à parler une langue, une technicité propre. Et moi, je sais, parce que je fais un doctorat à Bordeaux sur le vin, donc forcément... Quand je vais parler au marketing qui commence à parler des COG et des prix de vente, au début, je disais, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Nous, on voit la molécule, l'extraction, le rendement, on est là avec une blouse blanche. Et quand quelqu'un vient te parler des prix de vente, des stratégies de profit, et en fait, tant que tu n'intègres pas cette caisse-là dans ta tête, tu es out. Il faut intégrer. Ouais. C'est moins vrai pour la nouvelle génération, par contre, justement. Ouais, et fort heureusement, même si on a un métier technique aujourd'hui, on apprend à parler justement le langage du business, de l'entrepreneuriat. Donc voilà, c'est bien aussi. Ouvrir les chakras, oui. Complètement, oui. C'est au métier de mettre des gens ensemble qui se parlent et s'entendent. C'est pas toujours évident. Eh bien, merci beaucoup. Plus d'autres questions. Je vous remercie tous les trois pour vos témoignages riches. Merci. Et puis pour cet échange. Et au plaisir de vous revoir.